Ce matin, dans l'introduction, je mentionnais le fait que le terme d'inconscient est sujet ou a été l'objet de malentendus et peut-être même antagonistes, mais je crois que Lionel Nakache, qui est le prochain conférencier, s'est penché sur ces aspects multiples de la signification de l'inconscient. Et donc Lionel Nakache est neurologue à la Salpêtrière. Il a d'ailleurs récemment écrit un livre sur ce sujet. Et le titre de son intervention est « De l'inconscient fictif à la fiction consciente ». Merci beaucoup à Pierre Magistretti de m'avoir invité, à François Sermet de participer à ce grand colloque. Et je voudrais remercier aussi Daniel Villelocher parce que je suis très content d'intervenir juste après lui. Le titre que j'ai donné à mon intervention de l'inconscient, au passage, je remercie Pierre également. Je prends conscience que je suis un des rares à ne pas avoir choisi mon titre. Alors c'est ça dans ce programme. Merci. Le titre que j'essaye que je vais développer, de l'inconscient fictif à la fiction consciente, en fait, est guidé par 3 objectifs. Le principal objectif qui nourrit vraiment cette présentation, c'est peut-être ce que Daniel Villelocher a explicité de manière extrêmement riche et vivante. Ça veut dire que dans la psychanalyse, on a souvent tendance, je ne suis pas psychanalyste, mais dans la psychanalyse, en tant que lecteur, on a souvent tendance à mettre en avant l'importance de la vie inconsciente et évidemment une théorisation autour de cela. Alors, je n'ai pas de discours exclusif, radical contre l'inconscient psychanalytique. Je vais essayer de vous montrer en quoi il m'apparaît problématique. Mais moi, ce qui m'intéresse comme lecteur dans la psychanalyse, comme activité vivante, pas comme activité encyclopédique ou épistémologique, qui est aussi intéressante, mais en quoi la psychanalyse peut m'aider comme neuroscientifique, eh bien, là où elle m'intéresse le plus, c'est sur sa capacité à nous mettre sous les yeux des propriétés du fonctionnement conscient. Et dans le fonctionnement conscient, cette capacité que nous avons, lorsque nous sommes conscients, à produire de manière systématique des interprétations, des croyances, ce que j'appelle une fiction, et qui recouvre un petit peu peut-être cette notion évidemment de réalité psychique. Ensuite, on divergera peut-être sur la place que l'on va mettre dans la conscience face à cette fiction, mais j'aimerais vous convaincre que la psychanalyse est peut-être la première psychologie qui insiste de manière extrêmement forte sur l'importance de ce qui objectivement n'a peut-être pas d'importance. Ce qui n'avait pas d'importance avant la psychanalyse, ça veut dire des actes manqués, un rêve, un fantasme, une rêverie, et que ça, ici et maintenant, chez un individu conscient qui est préoccupé par cela, ça a un rôle majeur dans son économie mentale. Et moi, en tant que neuroscientifique de la conscience, si je dois me présenter d'un mot, eh bien c'est ça qui m'intéresse, donc je vais essayer de développer cette idée-là. Les 2 idées corollaires qui vont avec, c'est qu'au passage, j'espère vous montrer quelques éléments sur la méthodologie que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour étudier des processus non conscients, en tant que neuroscientifique, en tant que psychologue ou neuroscientifique ou neurologue. Et 3e objectif, donc le 2e objectif, c'est vous montrer où on en est, comment est-ce qu'on peut essayer de développer ces méthodes. Et le 3e objectif, c'est d'essayer de prendre quelques pistes, peut-être de recherche. Je me risquerai aussi, Marcus Reichel est présent là, à présenter, pour vous donner comment, en tout cas, j'essaie d'alimenter ma réflexion là-dessus, une hypothèse qui fait appel à son concept très fécond de resting state, appliqué à la situation analytique. Voilà un peu le programme. Alors, par où commencer? Peut-être en commençant par ce tableau de Matisse. Voilà, simplement pour rappeler que le point de départ, si on s'intéresse au fonctionnement non conscient de l'être humain, le premier problème qui se pose à nous, c'est que nous sommes un peu comme ces poissons dans le bocal, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de théoriser, d'élaborer un discours explicite conscient sur le non conscient, évidemment, notre problème principal, c'est que nous sommes enfermés dans le monde de nos pensées conscientes que nous échangeons. Et à partir de cela, on essaye d'imaginer, de théoriser, de découvrir ce qu'il y a au-delà de ça. Alors, pour sortir du bocal sans prendre trop de risques, 2 approches qu'on va rapidement passer en revue, les neurosciences cognitives de la conscience et du non-conscient, et le discours de la psychanalyse freudienne. Ce qui me guide, moi, dans ce type de réflexion, c'est d'éviter les écueils. On a vu, c'est mon impression aujourd'hui, j'espère qu'elle est partagée, mais que les écueils ont été, à mon sens, largement évités. J'essaierai de présenter 1 ou 2 écueils en cours de route. Le principal, c'est le mépris réciproque, qui n'est pas présent, je crois, aujourd'hui. Le deuxième, qui peut parfois être pire, ou plus nocif, c'est ce que j'appelle la grand-messe œcuménique, ou bien les fausses retrouvailles, ça veut dire se tomber dans les bras parce qu'on se trouve sympathique, mais que si on creuse le concept, c'est peut-être pas exactement souhaitable. Alors, par où commencer, peut-être comme le disait également Daniel Villelocher, par un aspect de compatibilité. Là, je le présente dans un sens différent. La compatibilité, c'est que s'il y a bien des termes polysémiques, ce sont les termes conscients et inconscients et non conscients. Alors, pour être sûr qu'on peut vraiment avoir une programmatique de recherche, un discours vraiment qui tienne un sens, il faut partir d'un point de départ. Le point de départ, ça peut être par exemple, qu'est-ce que nous entendons par la conscience?
afin de pouvoir commencer par une description en négatif du non-conscient, de ce qui n'est pas conscient. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste parce que pour les neurosciences de la cognition, vous verrez quelques exemples, mais dans la plupart des laboratoires qui étudient les processus conscients et non conscients, eh bien, on converge sur un critère méthodologique, un critère opératoire très intéressant, qui est très simple à recueillir, ce qu'on appelle le rapport conscient, un néologisme, la rapportabilité consciente, en suivant Larry Weiskrantz, un grand psychologue britannique qui a beaucoup travaillé sur le blind sight et d'autres phénomènes inconscients. Et tout simplement, le rapport conscient, c'est une propriété, ce n'est pas la seule, mais une propriété fondamentale de la conscience, c'est que lorsque nous avons conscience d'une représentation mentale, nous pouvons rapporter cette représentation à nous-mêmes, le rapport conscient. Juste deux mots, parce que sur le rapport, on peut également épuiser son temps de parole. Le rapport n'est pas nécessairement verbal. On peut le mesurer chez des patients qui n'ont pas la maîtrise du langage. On peut le mesurer chez un patient qui a un hémisphère droit déconnecté qui ne parle pas. On peut le mesurer chez certains primates non humains. Donc c'est une méthodologie assez générale. Évidemment, le langage joue un rôle particulier. Deuxièmement, le rapport, comme parfois c'est mal compris, le rapport n'est pas un comportement. Le rapport finit par un comportement, mais chez des patients neurologiques non communicants, comme des patients locked-in syndrome, comme des patients qui ont une maladie de Charcot avancée, des patients peuvent avoir des rapports internes, subjectifs, conscients, mais ils ne sont pas capables de les finaliser par un comportement. Donc, entendons-nous bien, ce que j'appelle par rapport, c'est cette opération psychologique subjective qu'on peut ou pas communiquer par un rapport. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend, j'aime bien citer ce texte, un texte, Note sur l'inconscient en psychanalyse de Freud, eh bien, il part de manière pédagogique, pour expliciter sa première vision des phénomènes conscients et inconscients, il part un peu de la même approche, en fait. Appelons maintenant consciente la représentation qui est présente à notre conscience et dont nous nous avisons. Je crois qu'il n'y a pas un grand risque à dire que ça ressemble beaucoup au rapport conscient. Et posons que c'est là la seule signification du terme conscient. Et si on est capable de mettre en évidence autre chose que ça, on appellera ça du non-conscient, de manière descriptive. Évidemment, le travail de Freud, c'est que dans son non-conscient, il va ensuite proposer des distinctions différentes, à travers la première topique, deuxième topique. On ne va pas développer ça maintenant. Mais en tout cas, le point de départ, c'est que si on s'intéresse à la conscience, on est d'accord pour définir la conscience par le rapport et dire que tout ce qui lui échappe, ça nous intéresse en tant que non-conscient. Si on fait ça, on peut ensuite passer en revue assez rapidement les méthodologies des deux approches. Premièrement, évidemment, c'est ce qui fait d'après moi son intérêt, les neurosciences de la cognition sont des sciences, est une science expérimentale, c'est-à-dire qu'elle fait usage à une analyse objectivante à la troisième personne d'un phénomène. Je vais revenir là-dessus. Deuxièmement, fait fondamental également, condition fondamentale, on attend d'un fait expérimental scientifique qu'il soit reproductible. Et il y a beaucoup de chercheurs dans la salle. Souvent, lorsqu'on fait une découverte pas trop inintéressante, on est immédiatement saisi par l'angoisse d'attendre que quelqu'un d'autre fasse la même observation. Donc la reproductibilité en science est fondamentale. Troisièmement, on va utiliser dans notre approche des neurosciences de la cognition des corrélats de la vie mentale subjective, ici de la conscience, avec des corrélats dans le comportement, dans différentes mesures neurophysiologiques. Mais je tiens à le souligner, les neurosciences de la cognition qui, à mon sens, ont un intérêt, sont celles qui s'enracinent dans un raisonnement psychologique. C'est-à-dire qu'il y a une question psychologique qui est posée et qui guide la réflexion. Psychologie expérimentale et neuroimagerie. Maintenant, les points plus intéressants, c'est que, ça je crois que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous le savez parfaitement et vous êtes convaincus de ça, mais les neurosciences de la cognition, notamment pour la conscience, n'excluent pas du tout les case studies. Ça veut dire que l'étude d'un sujet isolé, d'un sujet unique, notamment, je pense ici à la littérature de la neuropsychologie clinique, qui est une littérature qui, historiquement, a eu un rôle important, mais qui reste encore aujourd'hui, à mon sens, extrêmement importante en termes d'intuition scientifique nouvelle. Donc, on peut étudier un sujet unique. Et vous voyez où je veux en arriver. C'est-à-dire qu'on peut injecter la singularité d'un sujet dans une étude scientifique à la troisième personne. Deuxièmement, dans cette deuxième partie de cette liste, parfois, on peut imaginer que la conscience étant une expérience subjective, elle échappe, par essence, à une approche scientifique objectivante à la troisième personne. Je crois, pour ma part, que non, et là, je suis assez bien les concepts de Dennett, par exemple, Dennett qui appelle ça l'hétérophénoménologie, c'est-à-dire rien ne nous empêche de recueillir un phénomène subjectif, de lui donner toute son importance, mais de le considérer comme une variable expérimentale et de le corréler à autre chose. Évidemment, de ne pas nécessairement prendre pour argent comptant ce que va vous dire un sujet. Si les yeux ouverts, je vous dis que je vois tout et que j'ai la certitude, la croyance très forte, la conviction que rien ne m'échappe dans la scène visuelle, la psychologie de la vision me montre que ce n'est pas vrai, mais c'est intéressant d'étudier cette croyance ou cette interprétation consciente. Et puis enfin, là on aborde peut-être les limites actuelles, mais qui, je pense, sont en passe, dans beaucoup de domaines des neurosciences cognitives, à être raffinées et améliorées, le problème de la reproductibilité
impliquait et implique toujours très souvent la notion de répétition d'une condition expérimentale. Et depuis quelques années, des méthodes que je ne vais pas développer tout de suite permettent de plonger dans ce qu'on appelle une analyse événementielle, essai par essai, c'est-à-dire de pouvoir se rapprocher de la singularité d'un sujet qui est dans un état mental donné à un essai particulier. Et d'après moi, ça va nous permettre de nous rapprocher d'un questionnement psychologique qui soit plus proche de celui qui est envisagé, par exemple, dans la complexité des sujets de la psychanalyse, mais également dans d'autres champs de l'étude de la conscience. Et puis enfin, une des limites, c'est d'ailleurs Marcus Reichel, dans son talk, une de ses premières diapos, je crois, évoquait cette limite d'une autre façon. Nous avons été longtemps enfermés dans le paradigme stimulus-réponse, et c'est très difficile pour nous de mettre au point un paradigme expérimental qui veut apporter quelque chose dans le raisonnement psychologique en sortant de cette variante stimulus-réponse. Il s'avère que, par exemple, avec des paradigmes d'observation de l'autonomie du sujet, d'un comportement librement généré, ou bien des mesures d'état de repos, on peut sortir de ce paradigme. Et donc, si on combine ces différents aspects, case study, subjectivité, analyse essai par essai, sortir du paradigme, je crois qu'on a un potentiel pour, dans les années qui viennent, faire des choses plus intéressantes. Méthode freudienne. Méthode freudienne, je pense que la psychanalyse n'est pas une science. La psychanalyse est une méthode d'interprétation intersubjective. En ça, je ne suis pas original, d'autres l'ont dit avant moi. Je reviendrai là-dessus parce que je pense en fait que là, c'est peut-être la clé en tout cas une des clés du problème ou de la question qui nous intéresse. Troisièmement, le terme de Pierre Magistretti et François Sermet était parfaitement choisi. C'est évidemment la psychanalyse quelque chose d'éminemment singulier. Ça veut dire que l'idée même de soumettre un sujet à une répétition, de moyenner des expériences, j'entends expérience psychologique, perd son sens dans la singularité d'une pensée qui ne va jamais se répéter de manière identique, qui va donner lieu à une transformation, et qui est ça un point extrêmement différent. La place des libres associations, de la parole libérée, la talking cure de la première patiente de Breuer et Freud, là aussi, la place du langage, on va revenir sur cette notion d'association libre, de la place du langage dans l'introspection, dans la résonance d'un sujet, librement sur lui-même ou peut-être en résonance avec d'autres. D'autre part, pour la neurophysiologie, alors aujourd'hui nous sommes réunis sous les deux angles, et je suis neurophysiologiste, neuroscientifique, mais il est clair, à mon sens c'est important aussi, l'impression que j'ai, même chez Freud, on le lit d'ailleurs, on peut dire pourquoi pas la neurophysiologie, c'est-à-dire évidemment que la neurophysiologie peut nous apporter des choses intéressantes, mais il ne faut pas sauter les étapes. Et si on saute des étapes, on peut arriver, comme on l'a déjà connu, à des formes vraiment de malentendus. Ça veut dire, j'ai en tête par exemple Freud, même dans la période première topique, et puis ensuite, vous dit évidemment, si vous cherchez à plaquer directement cette distribution de la première topique, par exemple, entre l'inconscient, le préconscient, le conscient, si on veut lui trouver des corrélats stricts au niveau neurophysiologique, rapidement, même si peut-être il a nourri des espoirs assez longtemps, tout ça part en éclat. C'est-à-dire que la neurophysiologie est une source, je crois, pour la psychanalyse, mais la psychanalyse n'est pas comme une sorte de croyance qui cherche ses validations dans une mesure, et c'est pas là son intérêt, je pense. Et puis aussi, comme on l'a souligné, la réduction entre la complexité des phénomènes abordés fait que si on veut plaquer un modèle sur un autre, ça me paraît peut-être pas toujours la meilleure solution. Mais évidemment, tout cela se passe dans le cerveau. Le récit d'une analyse est une case study, donc c'est un point de convergence entre les méthodes. Et puis, évidemment, la psychanalyse ne s'empêche pas, au contraire, et on a évoqué un peu la cacophonie théorique qu'il peut y avoir parfois, une théorisation ou des théorisations générales sur ce qui préside au fonctionnement de l'inconscient, du refoulement ou d'autres concepts. Alors, ceci étant donné, j'aimerais juste passer en revue de manière assez choisie, sélective, une sorte de discours confronté, de confrontation, donc, tel que moi, en tant que neuroscientifique, je peux lire et comprendre les concepts freudiens, et au-delà peut-être d'autres concepts analytiques, et les passer en revue en voyant des points de convergence, et là où, d'après moi, ça ripe un petit peu plus, ça pose plus de problèmes, pour ensuite terminer. Alors la richesse, évidemment, lorsque nous sommes neuroscientifiques, je suis pas tout jeune, mais je veux dire, lors de mes études, il y a 20 ans, 25 ans, eh bien évidemment, la transmission, ce qu'on avait donc il n'y a pas très longtemps, en neurologie, en neurosciences, la notion de inconscient, c'était en gros d'un fonctionnement sous-cortical, automatique, en gros une vision très jacksonienne, qui est intéressante, qui est héritage d'une théorie réflexe qui a occupé une théorisation importante. Mais en gros, si vous voulez, la conception neuroscientifique, l'idée même qu'il puisse y avoir des processus mentaux complexes inconscients, force est de constater qu'il y avait toujours évidemment des pensées parallèles, mais le gros des forces, disons, la pensée dominante était plutôt de dire que plus c'est complexe, plus c'est riche, plus c'est compliqué, plus c'est élaboré, plus c'est conscient. Et là, peut-être on a un démenti.
sur cette diapo qui est assez récente, un petit papier de revue un peu dans Neurones que nous avions écrit avec Stanislas Dehaene. 2006, et déjà ce papier n'est pas à jour. Vous avez ici, sur ce cerveau de profil, les différentes études qui, en utilisant un paradigme visuel de présentation subliminale, donc on vous présente un stimulus visuel pendant 29 millisecondes par exemple, et juste avant et juste après, il est masqué. Donc des masques visuels empêchent la perception consciente. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ce stimulus va être traité non consciemment, donc souvenez-vous le critère, sans rapportabilité par le sujet, le stimulus va être traité, donc j'utiliserai de manière similaire, non consciemment ou inconsciemment, donc inconsciemment. Ce qui est intéressant, c'est que par les paradigmes psychologiques utilisés, que je ne vais pas détailler, des paradigmes d'amorçage, de visual priming à différents niveaux, on a pu démontrer, nous et d'autres équipes, qu'il y avait des niveaux de traitement moteurs, des niveaux de traitement sémantiques, comme la manipulation, la représentation inconsciente de la quantité numérique d'un nombre entier, la représentation sémantique de mots écrits, la représentation, l'activation d'une réponse émotionnelle associée à la valence émotionnelle d'un mot, par exemple. Je ne vais pas épuiser toutes les expériences, mais cela pour vous dire que cette diapo illustre l'aspect bidirectionnel de notre discipline, c'est-à-dire que nous mettons en évidence des corrélats dans des réseaux corticaux qui n'ont rien de sous-cortical, qui sont très élaborés, qui sont dans le néocortex. On peut dire aujourd'hui, c'est un petit peu comme une carte d'exploration, que même les régions préfrontales sont activables de manière non consciente, représentent l'information de manière non consciente. Donc, une sorte de richesse spatiale, anatomique, cérébrale des phénomènes inconscients, mais également, et à mon sens c'est au moins aussi important, une richesse psychologique, en termes de niveau de représentation. Et la question hautement débattue encore il y a 10 ans de la sémantique inconsciente, aujourd'hui, je crois, sans grand risque, emporte la conviction de la majorité des expérimentateurs, il y a des représentations mentales sémantiques inconscientes. Et voilà, ça c'est un acquis peut-être. Alors évidemment, avoir ça en tête, souvent dans les années 80, les premiers résultats, c'était souvent vécu comme ça, comme une sorte de, un peu comme Andrew Wiles et Fermat. Il y avait des psychanalystes ou des gens des sciences humaines qui vous disent « c'est fabuleux, on attendait ça depuis un siècle, et ça y est, vous l'avez trouvé ». Je crois que ce n'est pas aussi direct comme enthousiasme qu'il faut avoir, mais en tout cas, il y a bien dans la richesse quelque chose d'intéressant. Deuxième point qui me semble aussi intéressant de manière conceptuelle, c'est cette notion chez Freud qu'une représentation mentale a 2 temps, ce qu'on peut appeler les 2 temps de la représentation. Un premier temps nécessairement non conscient, qui peut être ou pas suivi d'un accès à la conscience. Évidemment, les raisons pour lesquelles cette représentation initialement non consciente va accéder ou pas à la conscience va être théorisée par Freud de manière particulière, mais en tout cas, il nous décrit, il nous propose cette modalité. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un résultat très général en neurosciences. Je vais illustrer cela par un seul exemple. Si on présente des mots consciemment perçus, donc on vous présente un mot, le mot banane sur l'écran, vous lisez le mot banane, voici le réseau d'air cérébral activé dans la seconde qui suit. Voilà maintenant ce qui se passe lorsque le même mot est présenté de manière subliminale. Vous voyez des traitements corticaux, mais qui sont localisés, qui ne sont pas à l'échelle du cerveau, mais qui sont vraiment dans des régions assez abstraites du néocortex. Et quand on compare l'intensité des activations cérébrales en IRM fonctionnel, on voit qu'il y a vraiment un facteur d'amplification lorsque c'est conscient. On pourrait donc même se poser la question, ces 2 courbes ne sont peut-être qu'une simple différence quantitative, comme un seuil subliminal, supraliminal. En fait, il n'en est rien. Et dans un travail récent que nous n'avons pas publié, qui est fait avec Raphaël Gaillard et avec Stanislas, nous avons étudié 11 patients épileptiques qui ont des électrodes implantées, comme ça a été mentionné tout à l'heure par le professeur Benhamid, pour une visée chirurgicale de l'épilepsie. Et on leur a présenté nos paradigmes. Et le point intéressant, c'est que ces 2 courbes sont écrasées un peu par la myopie de l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel ne peut pas distinguer des phénomènes à l'échelle de la milliseconde. Ce que l'on peut faire, elle fait l'intégrale temporelle de ce qui s'est passé comme activité. Avec l'électrophysiologie, on peut accéder à la dynamique temporelle fine. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit ça. Ça veut dire quoi? Vous avez ici un corrélat en fait de l'intensité d'activation. Vous avez ici les électrodes occipitales de nos patients. Et ce que vous voyez, ce sont 2 choses. C'est que dans le temps, là c'est le temps qui passe, et en fait, vous voyez que pour cette région occipitale, les 150 premières millisecondes du temps de traitement du mot sont absolument identiques en termes de recrutement de régions. Ce sont les mêmes régions, et sur cette courbe, je ne vous le montre pas, mais c'est avec la même intensité en voltage. Vous avez donc un premier temps de cette représentation qui, dans tous les cas, que le mot soit secondairement conscient ou pas, a un premier temps de traitement qui n'est pas conscient et qui recrute et qui est indistinguable de ce que l'on voit lorsque le mot reste inconscient, lorsqu'il est subliminal. Et par contre, dans un deuxième temps seulement,
vous avez une amplification soutenue de l'activité de la représentation ici du mot, qui n'existe pas lorsque le mot est subliminal, et cette représentation activée correspond également à une cohérence à longue distance dans des bandes de fréquences qui sont les bandes bêta plutôt, de fréquence, avec les régions fronto-pariéto-singulaires. Autrement dit, ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est que nous avons bien deux temps. Ce n'est pas juste une courbe plus faible que l'autre, c'est une courbe qui commence avec la même histoire, et ensuite une histoire différente, un accès ou pas d'accès à la conscience. Troisièmement, c'est sans doute l'apport théorique principal de Freud sur la théorisation de l'inconscient. Avant Freud, il y a la notion d'inconscient, mais qui se comprend pour la plupart des auteurs comme infraconscient, supraconscient. Freud va rapidement sentir la nécessité de poser l'existence de plusieurs types de phénomènes inconscients différents, d'où par exemple le préconscient et l'inconscient, qui tous les deux ne sont pas conscients, mais pour des raisons très différentes d'après Freud. Donc la multiplicité des inconscients est un point important. Alors je ne vais pas développer ce modèle, mais dans ce modèle, en fait, le modèle de l'espace de travail global conscient, que nous développons avec Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeau et d'autres collègues du laboratoire, eh bien, à partir de l'organisation de ce modèle de la conscience, nous sommes amenés à prédire une hiérarchie, une taxonomie, une variété de phénomènes inconscients. Donc on tombe sur cette multiplicité, sur ce pluriel de l'inconscient qui s'oppose à la singularité, le flux continu qui s'enchaîne de la conscience. Donc voilà encore un point de rapprochement. Autre point de rapprochement, c'est l'intensité. Une des raisons pour lesquelles Freud a inventé le système inconscient, le système ICS, c'est qu'il a rapidement vu que si certaines idées ne sont pas conscientes parce qu'elles sont en dessous d'un seuil, préconscientes, d'autres semblent manifestement inconscientes alors qu'elles sont au-delà d'un seuil de représentation. Donc l'explication doit être différente. Et je ne vais pas détailler ce point-là afin de développer les idées qui me restent par ailleurs. Eh bien, dans nos différentes taxonomies, certains phénomènes restent inconscients alors qu'ils peuvent être non pas dégradés comme la perception subliminale, mais avoir des activations assez prolongées, non dégradées, et qui pour autant échappent à la conscience. Donc c'est encore un point, on va dire, de compatibilité. Maintenant, un des points majeurs d'incompatibilité, d'après moi, c'est la notion de refoulement, qui a été évoquée par David Locher, par évidemment beaucoup d'autres. Le processus de refoulement, pourquoi ça me pose problème? Parce que le processus de refoulement, si on veut lire Freud, si on respecte la pensée de Freud pour ce qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'il nous l'explique, sans avoir nécessairement à lire cette citation, eh bien, pour Freud, le processus de refoulement, c'est un processus, si je le traduis dans mes termes, de contrôle cognitif qui va pouvoir laisser passer une représentation vers l'espace conscient ou au contraire empêcher l'accès des représentations. Donc un mécanisme de processus, un processus de contrôle stratégique. Mais toute l'originalité de Freud, c'est de dire que le refoulement, c'est inconscient. Le sujet, lorsqu'il refoule, c'est ça l'intérêt de sa vision théorique, le sujet n'est pas en train de vous dire voilà, c'est parfait parce que je suis en train de parfaitement refouler cette représentation. Non, l'intérêt de Freud, c'est de dire, vous savez, il peut y avoir des phénomènes de refoulement, de contrôle stratégique inconscient, qui vont opérer sur des idées inconscientes. Et dans pas mal de pages, je pense notamment à l'interprétation du rêve, etc., ou à d'autres ouvrages, on voit dans un aspect très littéraire, même chez Freud, où on voit vraiment une sorte de course-poursuite avec un gardien de la paix mentale inconscient qui essaie de trier, et puis les représentations inconscientes qui vont se condenser, se déplacer, essayer d'échapper à la vigilance, etc. Donc on voit ce scénario qui met en œuvre des sortes d'entités qui ont des intentions, qui ont du contrôle, et qui jouent ensemble en dehors de la conscience. Alors pourquoi pas? Je ne suis pas là pour être spécialement opposé à ce genre d'idée, mais l'impression que j'ai, c'est que la plupart des données, sinon toutes les données que nous avons pour l'instant, ne mettent pas en évidence ce type de phénomène. Un exemple. Un patient qui a une lésion cérébrale dans le cortex visuel. C'est un patient connu qui s'appelle le patient GY, par ses initiales, patient britannique. Ce patient ne voit pas dans la portion opposée du champ visuel. Donc là, ce qu'on va lui montrer dans cette partie droite, là c'est la partie gauche du cortex visuel, on lui montre un stimulus. L'expérience est très simple. On lui montre un stimulus qui peut être soit en haut, soit en bas. Donc à chaque essai, il y a un seul carré qui apparaît. Et on va lui demander deux choses. Soit on va lui demander d'inclure. Donc tout simplement, à choix forcé, le sujet n'a pas conscience. Pardon, je ne vous l'ai pas dit, il ne voit pas consciemment dans cette partie du champ visuel, secondamment cette lésion. On va lui demander dans un premier temps d'inclure, de dire à choix forcé, même s'il n'a rien vu, de choisir un des deux boutons, le bouton du haut ou le bouton du bas. Et ce qui se passe intéressant, c'est que lorsque l'on fait ça, le sujet arrive à inclure dans l'émission, alors ça c'est l'émission normale, en vert, donc c'est la partie gauche qui va dans l'hémisphère droit, qui n'est pas lésée, donc là le sujet voit consciemment, et quand on lui demande d'appuyer sur quelle position était le carré qu'il a vu consciemment, il répond très bien. Plus intéressant, quand on lui demande d'inclure dans l'émission aveugle, il inclut nettement au-dessus du hasard, donc il a une performance significativement meilleure que le niveau du hasard. Mais voilà la manipulation élémentaire qui était faite, qui provient d'une idée de Jacobi, en fait, processus de dissociation de Jacobi. Si on lui demande maintenant, à choix forcé, d'indiquer l'autre position,
non pas celle où était le carré, mais l'autre. Donc simplement d'inverser la réponse. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que consciemment, dans les mi-chancins, il arrive à ne pas répondre, avec une performance quasiment parfaite, mais lorsque le stimulus est présenté dans le champ aveugle, il ne peut pas s'empêcher de l'inclure. Autrement dit, le sujet ne perçoit pas consciemment le stimulus, inconsciemment, il peut l'inclure, il n'a aucun moyen de l'exclure. Je prends cet exemple. Évidemment, cet exemple-là ne permet pas à lui seul de réfuter l'idée, mais je le prends comme illustration parce qu'il y a une très riche littérature. Deuxième exemple, qui me semble de ce point de vue-là également instructif. Le contrôle stratégique et l'invention stratégique. Est-ce que cela peut procéder inconsciemment ou pas? Je voudrais juste demander à Pierre en termes de repères, parce que je n'ai pas vu l'horloge. Il me reste quoi, un quart d'heure à peu près? Alors ça, c'est peut-être pas la peine. 5 minutes. Mais tu n'es pas encore monté sur l'estrade. Tu montes dans 5 minutes, c'est ça? Alors, je vais vous parler d'un écueil. Un exemple d'écueil, à mon sens. Il y a des travaux que je trouve très honnêtement fascinants, qui ont été publiés dans Nature et Science, qui sont les papiers, 2 articles de l'étude du groupe d'Anderson, et qui sont vraiment des papiers extrêmement intéressants sur ce qu'on peut appeler le rejet conscient. C'est-à-dire qu'on fait apprendre à des sujets des paires de mots de manière arbitraire, steam, train, etc. Donc ils apprennent des associations arbitraires. Et puis au bout d'un moment, on va leur demander dans une deuxième période, pour une partie des mots, pas pour tous, on va leur dire maintenant activement essayez de rejeter, de supprimer l'association que vous avez apprise pendant la phase d'apprentissage. Et on fait également une IRM fonctionnelle de ce qui se passe dans leur cerveau lorsqu'ils sont dans cette phase, ce processus de rejet actif, d'oubli actif. Et on parlait de l'oubli. Et ce qu'ont trouvé, en fait, Anderson et ses collègues, c'est 2 choses. C'est que si vous demandez à quelqu'un de supprimer, ou de réprimer, ou de rejeter consciemment quelque chose qu'il a appris, eh bien, il y arrive. Et comment vous savez qu'il y arrive? C'est que si, dans un troisième temps, vous lui demandez d'évoquer le mot qui était associé, eh bien, lorsque c'était des paires de mots qu'il avait dû refouler, qu'il avait dû oublier, il n'arrive plus à les rappeler aussi bien que lorsque la paire était renforcée, à exposition identique du matériel. Et lorsque ces auteurs ont fait l'imagerie cérébrale fonctionnelle de ça, ils trouvent une hyperactivation d'un réseau fronto-pariéto-singulaire impliqué dans la conscience, on connaît bien, et une hypoactivation des régions hippocampiques, impliquées également, on l'a vu ce matin, et dans les processus de consolidation amnésique. Alors, ce sont des découvertes fascinantes, mais il y a un problème, c'est que dans l'abstract du premier article, en réalité, les auteurs ont dit, voilà, ce qu'on vous montre là, c'est le substrat neurophysiologique du refoulement de Freud, que Freud avait découvert il y a un siècle, plus d'un siècle. Alors, là-dessus, c'est pour moi une forme d'écueil. Pourquoi? Parce que Freud nous dise, vous savez, on peut faire des oublis conscients. Ouais, il s'appelle Freud, mais en soi, c'est pas très intéressant. Le point intéressant chez Freud, c'est de dire, vous savez, on peut faire des oublis inconsciemment. Et ça, par exemple, ça ne démontre absolument pas le refoulement freudien tel qu'on l'entend si on respecte la pensée de Freud. Et d'ailleurs, dans le deuxième article, dans la footnote de Science, les auteurs ont précisé « We use the term repression but limit our discussion to its conscious variety ». Donc, typiquement pour moi, un exemple de recherche extrêmement intéressante, mais avec une confusion des interprétations qui, du coup, la rend un peu moins pertinente. Je vais passer là-dessus pour arriver à ce qui m'intéresse. Voilà. Donc vous voyez où je peux en arriver, même si vous avez une vision fragmentaire de ma présentation, c'est qu'en fait, à mon sens, l'inconscient freudien, il pêche un peu par sa conscience. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le bocal et vous voulez sortir du bocal sans sortir du bocal, ça veut dire en restant avec comme seul matériel vos interprétations, vos croyances, vos raisonnements, sans objectivation extérieure, ce qui vous guette comme piège, c'est de projeter à ce qui vous échappe les seules choses que vous connaissiez, c'est-à-dire votre fonctionnement conscient. Donc je vois dans l'inconscient freudien, non pas une découverte, mais une invention formidable, mais une invention, une fiction. Et à ce moment, on peut s'arrêter, mais je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Je vais faire juste un emprunt philosophique, une méthode qui s'appelle la méthode de l'époqué, de Descartes et de Husserl. Je ne suis pas philosophe, c'est un emprunt, un détour. Voilà ce qui m'intéresse. Si on considère toute l'approche psychanalytique, et qu'on met entre parenthèses le statut de vérité des propositions. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Le refoulement, le dip, etc. On dit ça, on met entre parenthèses, on ne s'y intéresse pas, on met de côté. Est-ce qu'on isole quelque chose comme ça? Et à mon sens, ce qu'on isole, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est la posture de la psychanalyse, qui est une posture non pas de description, c'est une posture qui est immédiatement interprétative, qui met l'accent sur la construction du sens, à la fois dans l'expérience, mais dans la théorisation. Et cet aspect-là n'est pas trivial. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut inverser l'intérêt de la psychanalyse, d'où la métaphore avec Christophe Colomb, c'est que Freud a fait une immense découverte, mais il se trompe de continent, il invente l'inconscient, mais là où il invente quelque chose, c'est qu'il nous met sous les yeux, pour la première fois, le rôle majeur de nos fictions conscientes.
C'est que lorsque nous sommes conscients, nous ne pouvons pas nous empêcher de produire du sens, d'y croire et de guider nos actions par ces fictions. Une fiction, ce n'est pas nécessairement faux, mais quand c'est faux, c'est plus facile de voir qu'elle est fausse. Et une fiction, son destin n'est pas d'être vérifiable, objectivable ou pas. Son destin, c'est d'être un support d'interprétation et de croyance, échangé ou pas. Alors, je vais passer là-dessus pour vraiment finir sur ce que je voulais dire. On a beaucoup d'interprétations, beaucoup d'illustrations neurologiques de ça. Je vais donner une illustration, et ensuite j'aurai ma vraiment très courte conclusion, Pierre. C'est un exemple tiré des manips de Gazzaniga, qui a travaillé sur les patients split brain. Voici une expérience qui, pour moi, est une des plus belles expériences cliniques de ça. Ce patient est split brain. Il n'a plus de corps calleux grâce à un chirurgien ou à cause d'un chirurgien. Donc, il a 2 hémisphères déconnectés. Le patient est droitier, on peut dire, pour aller vite, qu'il contrôle son langage avec l'hémisphère gauche. Mais l'hémisphère droit a des capacités linguistiques réduites, mais il peut lire et décoder le sens d'un mot. Je vous ai dit, un hémisphère droit a des rapports non verbaux, conscients, et un fonctionnement conscient. Ça, c'est Gazzaniga, avec tout le respect que je lui dois, mais je n'ai pas de talent de dessinateur. Le patient s'assoit, et à un moment donné, Gazzaniga présente au patient, du côté gauche, donc le patient regarde droit devant lui, autrement dit, il peut injecter uniquement à l'hémisphère droit une consigne. Sortez. L'hémisphère droit lit, reçoit l'information, décide dans cette expérience-là de répondre à la consigne, lance un programme moteur, le patient se lève pour sortir de la pièce. À ce moment-là, Gazzaniga interrompt, le patient lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous sortez ?» Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va répondre, c'est uniquement l'hémisphère gauche qui a le contrôle de la parole. Non seulement l'hémisphère gauche ne sait pas pourquoi il sort, mais l'hémisphère gauche ignore que la vraie raison, c'est que l'hémisphère droit a reçu une consigne à laquelle il a réussi d'obéir. Il a décidé d'obéir. Donc là, il y a un truc critique. Est-ce que, en reprenant le titre de l'ouvrage brillant d'Antonio Damasio avec une nouvelle erreur de Descartes, peut-être, c'est est-ce que le patient va être cartésien, va dire ah, écoutez, vous me posez une question fascinante, on peut imaginer plusieurs hypothèses, je me lève peut-être pour... Non, c'est pas ça ce qui se passe. Le patient, immédiatement, vous donne une fabulation, vous dit en fait, je crève de soif, je vais boire et je reviens. Autrement dit, confronté à la nécessité de produire une signification face au comportement qui l'anime, dont il ignore totalement ici les causes, puisqu'ici on peut contrôler la cause, eh bien le sujet ne peut s'empêcher de produire une fiction, ce que j'appelle une fiction. Je pense que vous et moi, nous faisons tous des fictions. Simplement, nos fictions sont contraintes par la réalité. Et la psychanalyse peut nous aider, c'est-à-dire que si on vous demande non pas de fictionnaliser sur ce que vous voyez maintenant ou ce que vous avez dîné la veille, mais sur une période dont vous ne gardez aucun souvenir, une petite enfance, il n'y a pas de témoin qui peut vraiment facilement contredire ce que vous dites, on peut arriver là dans un paradis d'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut pousser le sujet, non pas à confabuler ou à mécanisme hallucinatoire dans Del Ville de chez passé, c'est-à-dire plonger dans cet imaginaire conscient qui est en fait très important. Et je vais finir là-dessus en disant que les perspectives, je crois, c'est d'étudier les rôles de la croyance-interprétation, les mécanismes intersubjectifs que nous savons très mal étudier pour l'instant, la notion de reconnaissance des fictions sans délire à deux qui a été évoquée tout à l'heure, cet aspect très littéraire, comment est-ce que nous faisons pour construire ce roman de notre propre existence, et puis un point que je ne vais pas développer, un aspect de métacognition, c'est-à-dire comment donner sens à des choses dont nous prenons conscience sans connaître les sens, comme par exemple la reconsolidation. Et je vais terminer pour montrer une application, une hypothèse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà le type d'idée que je pense pourrait être développée. On a cette notion chez Freud du concept de floating attention, d'attention flottante. Il m'a toujours paru un peu intéressant et bizarre. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Je ne vais pas lire là. Mais je crois qu'en fait, une hypothèse, c'est peut-être une intuition de ce qui se passe dans la cure analytique. La cure analytique, le patient est allongé sur un divan, il est isolé, il ne voit pas l'analyste, il a les yeux fermés, mais il est éveillé, il ne dort pas. Autrement dit, il est très proche des situations de manip de Marcus Reichel sur le resting state. Et on lui demande de quoi? Il est dans une tâche de libre association, de mécanismes interprétatifs, introspectifs, donc très typiquement, très probablement, dans une situation de cure analytique dont les règles sont bien jouées par les deux, je pense, il ne dort pas, etc., eh bien, le sujet est en mécanisme interprétatif avec son resting state au plafond. La question qui se pose maintenant, le type qui doit l'écouter, comment il fait? Est-ce qu'il doit l'écouter avec une attention focalisée? Et si on sait qu'il écoute son patient avec une attention focalisée, il pourra parfaitement se souvenir de tout, mais par contre, il va inhiber ce resting state, comme on l'a vu grâce aux travaux de Marcus Reichel et de son équipe. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on inhibe le resting state? Quel est le prix à payer d'avoir une attention focalisée? Eh bien, tout simplement, quand vous faites ça, vous perdez vos capacités d'introspection. Il y a de très belles manips du groupe de Rafi Mallar qui montrent que dans une station visuelle, à flux lent de stimuli, si on vous demande d'introspecter sur le stimulus en plus, parce qu'on vous laisse le temps, vous avez une activation de certaines parties de ce resting state, et puis si par contre vous avez l'attention captivée par le flux visuel, vous n'êtes plus capable, vous avez conscience du stimulus, mais vous ne perdez toute capacité à fictionnaliser là-dessus. Donc l'hypothèse que je propose, en suivant d'ailleurs une dernière idée de Randy Buckner et Carroll dans ce papier de Tix, c'est que certains éléments du resting state de Marcus Reichel
on fait la proposition par Buckner et Carroll de dire « nous avons un système de projection dans notre cerveau ». Un système de projection, c'est-à-dire que nous sommes ici et maintenant, et souvent nous devons nous projeter ailleurs. Ailleurs, ça peut être dans le temps, le passé, mais également le futur, la mémoire prospective. Ça peut être l'espace, et encore plus intéressant, ça peut être l'esprit d'autrui, theory of mind. Et chaque fois qu'on fait ces aspects de projection, on va activer des composantes de ce système. Donc l'hypothèse que je propose, c'est que l'attention flottante, c'est peut-être un indice dans la littérature analytique pour nous dire il y a peut-être une posture consciente qui permet à un sujet de faire, l'analyste ici, de continuer à faire tourner ses circuits interprétatifs, mais en pouvant les alimenter par un matériel extérieur, ce qui d'habitude ne se passe pas, puisque, en général, si vous faites attention à l'extérieur, vous inhibez ce système-là. Voilà, je ne sais pas si cette idée tient la route, mais voilà pour moi le type d'interaction que ça inspire, et je finirai comme ça. Donc ma position par rapport au rapport des neurosciences et de la psychanalyse, c'est de conserver le recul de l'ethnologue, ça veut dire que vous pouvez être fasciné par les mythes d'une population sans nécessairement croire au premier degré à ces mythes, mais ils sont intéressants. Et j'aimerais terminer en disant que, voilà, au-delà de la psychanalyse, l'apologie de la fiction que je fais, c'est de dire, un peu comme en littérature aussi, c'est que, voilà, les objets de notre vie mentale consciente, ce sont des fictions, elles sont fictives, elles ne sont pas vraies, au sens primaire, elles ne sont pas vraies, mais elles sont vitales. Et c'est ça le sens qu'il faut y rechercher, d'après moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour le temps dépassé. Merci. Une question là, et une question là. Ron? Merci beaucoup pour cet excellent et très provocatif exposé. Je pense que d'un côté, vous touchez à un problème très actuel d'aujourd'hui. C'est le problème des natels dans la circulation, si vous voulez. Pourquoi on a tellement distrait en utilisant un natel tandis que quand on parle avec quelqu'un à côté de soi, oui, dans la voiture, ça ne distrait pas autant. Et je pense que c'est effectivement cela parce qu'on doit se projeter ailleurs, oui, dans un autre monde où la personne est à ce moment-là, et on peut pas faire attention aux deux choses à la fois. Deuxième question que j'ai... C'est une question. Oui, excusez-moi, c'est plutôt remarque. Peut-être vous pouvez commenter sur ça. Et la deuxième chose que je voulais demander, c'est, point de vue de, si j'ai bien compris, l'inconscient. Est-ce que vous attribuez à l'inconscient la possibilité rétrospective de faire rapport sur soi-même? Parce que la comparaison que vous faites avec Gazzaniga, c'est qu'il y a deux conscients séparés. Tandis qu'avec l'inconscient, est-ce que c'est vraiment conscient qui est séparé de conscient supposé, ou est-ce que c'est plutôt... Alors merci pour les deux aspects de la question. Pour la deuxième partie, premièrement, sur la manip de Gazzaniga, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'inconscient, c'est ce que fait la conscience avec une information qu'elle n'a pas. Mais évidemment, l'autre hémisphère droit traite consciemment l'information. Alors la question que vous posez, ma position actuellement, je suis ouvert à l'expérimentation, mais actuellement ma position, c'est de dire que l'aspect de ce qu'on appelle ce rapport, ce critère spécifique de la conscience, je ne pense pas qu'il y ait des formes d'inconscient rapporté, non conscient. Sinon, on tombe un peu... Vous savez, je crois que c'était au Collège de France, il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre Janet, qui était un contemporain de Freud, et ils ont eu des discussions assez chaudes sur cette notion de conscience divisée. Postuler qu'il puisse y avoir un inconscient qui a des propriétés de la conscience, on arrive à une sorte de collection de conscience qu'on ne sait pas très bien. Donc ma position là-dessus, ça serait ça. Maintenant, le point que je n'ai pas abordé du tout, mais que vous soulignez aussi par votre question, et ça rejoint également ce qui était dit ce matin dans le talk de Christina sur la mémoire, c'est que la temporalité des phénomènes inconscients est intéressante. C'est-à-dire que je pense qu'une représentation inconsciente ne dure pas longtemps, toutes les manips le montrent. Mais par contre, rien n'empêche, comme un promeneur sur une plage, il passe un instant, mais il laisse une empreinte dans la plage. Cette empreinte, elle peut durablement affecter la structure du système. Les poids synaptiques, la longueur des fibres, tout le système. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le sujet va dans son comportement, pouvoir prendre conscience qu'il y a quelque chose de différent, parce qu'il y a eu cette trace, mais cette trace n'est pas une représentation, c'est une modification du système, il va pouvoir donner lieu à ces phénomènes d'interprétation, trouver une signification. Et c'est pour ça que ce matin, l'idée de Pierre également, de reconsolidation, comme le petit schéma que tu montrais, avec un premier truc, et puis un travail, à la limite, qui est peut-être chaotique, qui n'a rien à voir avec aucun sens quelque part, mais qui modifie cette première trace, et qui est une sorte de deuxième trace. Et que cette deuxième trace, lorsqu'on y réaccède, on voit qu'il y a une différence. Alors là, on peut faire tourner nos représentations. Alors je ne dis pas qu'elles tournent sans rien, je ne dis pas que l'enfance, la sexualité, ça ne sert à rien, évidemment. Mais je dis que par contre, ce qui m'intéresse, c'est la richesse de ces phénomènes d'interprétation et leur poids dans notre vie psychique. Voilà. Philippe Lasagna, là devant. Là. Oui.
Alors, je suis content, au fond, que vous citiez Freud, mais il me semble, j'ai bien aimé, alors il est évident que dire que l'inconscient participe de la fiction, bon, certains psychanalystes ont écrit ça il y a longtemps, et donc on ne va pas être forcément contre, mais ils ont toujours voulu maintenir contre vents et marées, et contre le bon sens, que l'inconscient avait trait avec la sexualité. Et qu'au fond, c'est pour ça que l'inconscient freudien n'était pas le même que celui des autres. Alors, il est évident que maintenant, ça semble banal, mais alors j'ai envie de vous demander, mais alors où est donc passé le sexuel? Oui, alors, merci pour la question. Ça touche deux aspects. C'est que moi, je pense que le sexuel, il est extrêmement important pour la conscience, ça c'est évident. Alors peut-être que dans votre inconscient, peut-être la sexualité joue, mais je suis persuadé que dans vos scénarios conscients, la sexualité joue un rôle fondamental. Et ça m'intéresse pas mal. Quoi, enfin, je parle pas spécialement chez vous, mais c'est un sujet intéressant. mais par contre, ce que je veux dire, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que vous savez que, c'est qu'à l'époque même de Freud, il y a un aspect que j'ai trouvé, un aspect diagnostique intéressant. C'est que Freud, souvent, c'est aussi ce qui est sympathique, c'est qu'il y a un côté, quoi, c'est un génie incomparable, mais on voit bien dans ses œuvres, comme parfois des grands génies, un aspect un petit peu, on voit des fois il se vexe, quelqu'un prend mal son idée, ou bien si quelqu'un lui pique un peu l'idée, ou si quelqu'un lui fait une critique. Donc je pense par exemple à vous savez, il y avait une critique de la psychanalyse qui était de dire que l'inconscient c'est le sexuel, ça n'existe que dans la bourgeoisie viennoise, et il y avait ce type de critique, qui était des fois teintée d'antisémitisme ou d'autres choses. Eh bien, le fait que ce type de critique puisse être posé, le fait que dans de l'ethnopsychanalyse ou l'ethnopsychiatrie, on puisse déplacer les contenus de ce qu'on attribue à l'inconscient, pour moi, ça veut dire qu'une chose, ça veut dire que la pertinence des scénarios interprétatifs fictifs, elle change avec les contextes, c'est tout. Hein. Et de la même façon qu'à la limite, quelqu'un, je crois que c'était Pontalis, qui à un moment donné voulu faire une sorte de concept d'Oedipe généralisé il y a quelques années, où c'est la planche, je les confonds souvent, donc c'est peut-être, non, pas par ignorance, hein, excusez-moi, mais... Donc ça, si vous voulez, ce genre d'arguments, je les prends comme des points très bons pour dire que là où les gens voient une cacophonie, et souvent la cacophonie théorique de la psychanalyse, c'est utilisé par des opposants pour dire « vous voyez, c'est n'importe quoi ». Non, je ne pense pas que c'est n'importe quoi. Ça vient pointer justement que ce qui est pertinent, c'est pas le discours immédiat, c'est le métadiscours, ça veut dire la place des croyances dans ce qu'on injecte dans l'inconscient. Alors, c'est ma vision des choses, je ne vous demande pas d'y adhérer, mais c'est comme ça que je me présente. Ce que j'essaye de faire, si vous voulez, sur l'aspect des écueils aussi, c'est que, à vrai dire, pour être sincère, les aspects de faux rapprochement m'énervent. Ça veut dire que quelqu'un qui vous dit « Freud, c'est merveilleux », et puis quand vous voyez ce qu'il y a de Freud, en fait, c'est plus Freud, à la limite, je préfère quelqu'un qui lui dit « Bon, je m'en fiche ». Donc, moi, ce que j'essaye de faire comme démarche, c'est de voir comment, pour moi, ça peut faire sens. Alors, moi, c'est juste moi, ici et maintenant, voilà. Mais voilà comment j'essaye de me débrouiller avec ça. François, c'est Merci. Oui, bon, c'est juste pour reprendre un point complexe, et je crois que c'est plutôt programmatique pour une prochaine discussion, c'est cette distinction entre inconscient et non conscient, inconscient et inconscient cognitif. Tu as mis en jeu les rapports, on pourrait réfléchir sur les non-rapports. Et de rajouter une troisième dimension qui est l'inconscient fictif, qui serait en fait une fiction consciente, qui serait un des noms de l'inconscient, écarte peut-être une dimension que je trouve fondamentale dans l'inconscient freudien, c'est sa dimension adimensionnelle, enfin justement son caractère adimensionnel. La non-temporalité, la non-spatialité, l'absence de contradiction, l'absence de négation, finalement un rapport tout à fait particulier au temps, qui justement n'est pas présent dans l'idée d'une fiction consciente. Et pour moi, la distinction entre inconscient freudien et inconscient cognitif tient beaucoup à cette question adimensionnelle de l'inconscient freudien. D'accord. Ça, je trouve, en revenant sur ce que tu dis, François, et sur ce que vous disiez également, le point qu'il y a, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'un psychanalyste, pour aller au-delà de ta question même, je ne suis pas en train de dire qu'un psychanalyste, c'est un type qui se balade avec les fictions des gens sans rien faire. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une valeur ajoutée, une expertise à ce travail clinique qui s'est construit sur des décennies, avec justement toutes ces nuances qui font que ces nuances peuvent nous intéresser pour nous dire voilà ce que ça veut dire réellement. Donc, je ne dis pas qu'avec ce que je dis, loin de là, j'épuise la question, pas du tout. Mais simplement, alors ce que tu dis, l'aspect que tu dis de l'aspect intemporel,
j'ai pas tout de suite quelque chose vraiment d'intéressant, je pense, à te répondre, mais je vais réfléchir.